Olivier Duhamel, vous êtes politologue, spécialiste de droit constitutionnel. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic des deux France? Écoutez, même Hervé Lebras dit que c'est une simplification et qu'il y a plusieurs de France. S'il y a plusieurs de France, ça fait plus que deux. Hein. Et je pense que vous avez raison d'insister sur le critère social, vous avez raison d'insister sur le peuplement, mais je pense qu'il y a aussi une dimension proprement politique. Il vient de se passer quelque chose quand même d'assez extraordinaire dans notre pays. Les deux grands partis socialistes et néo-gaullistes nous gouvernent depuis 60 ans. Quand ça allait très bien, au premier tour des élections, ils faisaient les trois quarts des voix, à eux deux. Quand c'est allé moins bien avec le chômage, la crise, ils ne faisaient plus que la moitié ou une petite moitié des voix. Combien ils ont fait de voix le 23 avril? 25%. Un quart. On est passé en 60 ans de trois quarts à un quart. Ça veut dire qu'il y a un problème spécifique, différent, qui s'ajoute à ce qu'on dit. Ce n'est pas une contradiction. Qui est un problème de sentiment de ne pas être représenté, qui dépasse de beaucoup les gens qui souffrent. Pour regarder la masse des jeunes, il n'y a pas que les 25% de jeunes au chômage, la masse des jeunes qui ne votent pas, qui se disent tout ça, ça ne me concerne pas. Autrement dit, il s'est créé une sorte de bulle, qui est la bulle du monde politique. C'est pas que le en haut contre le en bas, c'est un tout petit cercle, qui est la bulle des politiques qui sont censés nous gouverner, et tout l'ensemble autour. Alors certains continuent à y croire, certains continuent à espérer, certains continuent à voter. D'ailleurs, il n'y a pas que deux France, il y en a au moins trois, parce qu'il y a aussi la France de ceux qui ne votent pas. Mais pourquoi alors? Vous dites qu'ils sont largués, nos politiques, ils sont dans une autre, ça veut dire qu'on a un problème spécifique de changement complet, de comportement, de mots, d'actes, de façon d'être, de façon de faire, de façon de parler des politiques par rapport au peuple de France. Le peuple de France a l'impression qu'on ne parle pas des questions qui l'intéressent, qu'on n'utilise pas les mots dont il a envie, qu'on se soucie que, enfin pas que, et puis il n'a pas que, il n'a pas forcément de raison de le penser, mais c'est ce qu'il pense. C'est quoi le peuple de France? Le peuple de France, c'est vous, c'est moi. Vous savez, le peuple de France, c'est tout le monde. C'est quoi la définition? Parce qu'on n'a jamais autant parlé du mot peuple que dans cette élection-là. Non, mais cette histoire de peuple contre élite, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est un peu ce que vous dites. Depuis quand? Mais non, c'est pas du tout ce que je dis. Alors, quand vous dites une petite bulle de politique face au peuple. La petite bulle. Le peuple, c'est tous les autres. C'est les gens qui ne font pas partie de cette petite bulle. C'est ceux qui ne sont pas les élus nationaux. Parce que les élus locaux, beaucoup des élus locaux, ils pensent ce que je vous dis aussi. Ils ne sont pas dans la bulle. C'est ce que Barre appelle le microcosme, si vous voulez. Mais le microcosme, il s'est encore plus fermé sur lui-même qu'il ne le faisait autrefois. Et d'après vous, Marine Le Pen, elle a trouvé ces mots-là? Alors, disons que là, c'est pas par rapport. On revient au critère premier qui est important, qui est le critère social. L'immense force de Marine Le Pen, je dirais, sauf hier soir, parce que hier soir, il y a même des gens proches d'elle qui se disent là, c'est trop, c'est pas ça, c'est pas nous. Mais l'immense force, c'est qu'elle est la seule qui ait donné l'impression d'incarner ceux qui se sentent rejetés, oubliés, et pas seulement pour des raisons économiques et sociales, mais aussi pour des raisons de dignité. Et donc ça, c'est un fiasco. D'abord, c'est un fiasco absolu de la gauche, parce que c'est quand même la gauche, la première, qui devrait exprimer, porter la voix de ces gens-là. Elle l'a capté avec beaucoup de succès, mais pas. Sauf Mélenchon. Et Mélenchon dans cette campagne, oui. Et Jean-Luc Mélenchon, il l'a capté d'une certaine manière, cette France-là, également. Absolument, absolument. Il l'a capté. La suite de l'histoire, c'est autre chose. Mais il l'a capté. Et c'est peut-être dans cette élection folle et dans cette élection où les gens ne s'y retrouvent pas, au moins, tout n'est pas pourri dans la façon dont s'est passée cette élection. Tout n'est pas à rejeter. Vous trouvez qu'il y a des choses à sauver, vous? Écoutez, d'abord, c'est la première fois que à ce point-là, des voix différentes et fortes ont pu s'exprimer sur la scène publique, que le choix proposé était quand même considérable, bon, c'est pas la peine de le définir, et que, comme les vieux enfermés dans leur petite salade ont été mis dehors par les trois quarts des votes, il y a quand même un espoir que, je sais pas, c'est la fin de la guerre de Troie n'aura pas lieu, et quand tout est détruit, comment cela s'appelle-t-il? Cela porte un très beau nom, femme Narcisse, cela s'appelle l'aurore. Eugénie Bastier, vous êtes journaliste au Figaro. Vous avez réagi au débat d'hier en disant Marine Le Pen, elle n'est pas à la hauteur de la France d'en bas, la France périphérique, des vaincus de la mondialisation. Cette France-là, elle mérite mieux. Donc vous pensez finalement que ça n'est pas une réponse durable, que le Front National n'est pas installé comme le héros de cette France qui souffre? Oui, je pense qu'on nous a vendu un faux duel, le duel Macron-Le Pen, un duel caricatural qui ne représente pas du tout l'ensemble des Français. Et quand on parle de ces deux France,
qui sont incarnées de manière caricaturale dans ces deux personnages, je pense que c'est faux, puisque le clivage aujourd'hui, il est clarifié en effet par Emmanuel Macron, qui attire un petit nombre de personnes avec lui, progressistes, européistes et libérales des deux camps, mais un grand nombre d'électeurs quand même. Et un nombre limité d'électeurs, parce qu'il a fait 24% des voix, dont 40% ont voté pour lui par défaut. Et je pense que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans ce duel. Et le vrai clivage, selon moi, Marine Le Pen a parlé du référendum pour ou contre la mondialisation. Moi, je dirais que c'est un référendum entre mondialisation et civilisation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui marchent, et de l'autre, ceux qui se demandent où on va. Et je crois que la jeunesse dont je fais partie se demande où on va. Et j'ai le sentiment que cette question du sens a été occultée profondément. Alors, Nicolas Hulot est d'accord avec vous, vous opinez du chef. C'est un clivage entre mondialisation et civilisation, comme dit Eugénie Bastier, vous êtes d'accord avec elle ? Qu'acquiescer la question du sens, je pense que c'est fondamental. Vous savez, Einstein disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens, mais la confusion des intentions ». On peut s'y retrouver. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la technologie, on en aura peut-être encore besoin, mais enfin, on en a largement. L'argent, si on l'affectait, qu'on définissait ce qui appartient à la solidarité, ce qui appartient au progrès, croyez-moi, on en a largement. Si on faisait en sorte que chacun contribue à la solidarité à parité de ses revenus, le monde pourrait être changé. Ce n'est pas une vue utopique, c'est simplement qu'on s'est accommodé de cela. Voilà. On pointe du doigt, hier soir, j'ai cru entendre la fraude aux prestations sociales. Enfin, ça représente 150 millions d'euros en France. Quand on regarde l'évasion fiscale, là, on est dans plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, on ne joue pas dans la même cour. Mais oui, vous avez raison, la question du sens, ça ne vient pas spontanément dans les débats parce que ça paraît totalement hors sol. Mais oui, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on a envie que le monde ressemble? Qu'est-ce qu'on veut faire du génie humain? À quoi est-ce qu'on est capable de se voir qu'aussi d'une manière universelle? La solidarité dont je parlais, c'est pas elle a changé de registre. Elle n'est pas dans un registre purement moral ou éthique. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. Simplement, dans un monde justement qui est connecté et qui est fluide, on ne peut pas condamner effectivement ceux qui n'ont pas tiré le bon numéro à rester les bras croisés et à observer d'autres tirer leur épingle du jeu. Donc chacun, si on ne le fait pas pour eux, il faut le faire pour nous. Le sort de l'Europe, il est lié au sort de l'Afrique. Ça, il faut bien le comprendre. Puis au passage, je dis quand même un tout petit mot. On n'a pas beaucoup parlé dans cette campagne parce que c'est un sujet presque tabou des migrants. Mais enfin, je voudrais quand même rappeler qu'on parlait du poids le poids de l'histoire de la France. Il doit beaucoup également aux étrangers. On l'a un peu oublié. Alors, il y a des moments où ça nous arrange, puis il y a des moments où ça ne nous arrange pas. On va en parler dans un instant, après Natacha Polony, parce qu'on va parler de l'identité, des questions identitaires qui rejoignent aussi ces questions de sens. Mais Natacha. De toute façon, toutes les questions se recoupent. C'est-à-dire que les questions géographiques évoquées par Hervé Lebras, les questions sociales, les questions culturelles, civilisationnelles, elles se rejoignent dans une dimension. C'est-à-dire que tout a été fait dans ce système économique et dans le système idéologique et philosophique qui l'accompagne pour transformer les individus en machines à consommer. C'est tout. Nous sommes là pour faire marcher la machine à consommer. Il faut des consommateurs producteurs, sans aucune... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on évite évidemment la question écologique parce qu'elle viendrait troubler cette mécanique. Aujourd'hui, en France, on bétonne l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 5 minutes, de jour comme de nuit, 5 minutes. Voilà, un terrain de foot bétonné. Tout ça est en train de détruire, d'impliquer de la laideur, de la destruction du lien social. Et c'est tout ça, c'est toute cette souffrance qui se concentre en effet, comme le disait Eugénie Bastier, dans un duel qui est un duel aberrant. Pourquoi ? Parce que aucun des sujets essentiels n'a été réellement abordé. Il s'agissait simplement de mettre en scène une caricature de recomposition politique avec un Front National qui ne sert qu'à permettre à ce système économique de se perpétuer. C'est son meilleur ennemi, vous voulez dire, et qu'il n'incarne pas réellement une alternative. On l'a vu de façon absolument magistrale lors de ce débat. Alors qu'il y avait une aspiration qui s'est lue dans tous les résultats du premier tour, en effet, une fracturation de l'électorat, mais une aspiration au changement, une aspiration à autre chose. Et je pense que beaucoup de citoyens français n'ont pas encore trouvé les personnalités qui sauront mettre des mots sur cette souffrance. Alors l'identité, on nous avait promis une campagne basée sur l'identité, où l'identitaire ou la bataille identitaire serait l'alpha et l'oméga de la campagne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression les uns et les autres que ça ne s'est pas joué sur ça, Charles Beigbeder ?
Oui, je dois dire, c'est vrai que j'étais surpris, parce que je pensais que ça serait un des thèmes, puisque, et en particulier dans ces territoires qui souffrent de la mondialisation, il y a en plus du chômage et donc des services publics en déshérence, la fracture numérique, etc. Il y a un sentiment d'insécurité culturelle qui se développe, et c'est ça qui provoque sans doute ce vote de colère. Là, pour le dire clairement, vous parlez de l'immigration. Quand vous dites insécurité culturelle, des modes de vie qui ne se sentent plus forcément... Des modes de vie, oui, c'est des modes de vie. C'est-à-dire des manifestations culturelles qui apparaissent étrangères à des personnes Parler de l'islam, qui sont là. Oui, de certains modes, pas de l'islam, je dirais, de l'islamisme radical, de la manifestation peut-être un peu extrême que certains, dans leur façon de se vêtir, vont Et finalement, ça n'a pas été le grand thème de ça n'a pas été le thème, oui. Ça n'a pas été le thème. Mais vous le regrettez? Moi, je le regrette un peu, oui, parce que je pense que c'est important. Ouais. Je pensais que c'est une dimension importante de ce malaise qui s'exprime, de cette autre France. Et puis, il y a des solutions. Alors, on en avait parlé à un moment, dans le mandat de Nicolas Sarkozy, on avait parlé. Certains prônent, c'est pas grave, tant pis, de toute façon, on est multiculturel, c'est comme ça, il faut l'accepter. D'autres mettent en avant la laïcité, mais moi, je trouve que c'est une vision un peu sectaire de la laïcité, en voulant interdire toute manifestation du sentiment religieux dans l'espace public. Pour moi, de toute façon, c'est pas religieux, c'est cette exhibition. Alors, pardonnez-moi, pour fixer les choses sur l'identité, je voudrais simplement qu'on réécoute deux déclarations qui ont été faites hier soir, l'une de Marine Le Pen, l'autre d'Emmanuel Macron, sur ce thème-là, et on voit bien la différence de conception. On les écoute. Moi, j'aime la France telle qu'elle est, cette France millénaire, avec sa culture, avec son patrimoine, avec sa langue que vous ne voulez pas défendre, avec sa culture qui n'existe pas, M. Macron, avec ses frontières qui font que s'il n'y a pas de frontières, eh bien, il n'y a pas en réalité de pays libre et indépendant, avec son peuple qui mérite d'être mieux traité. Moi, je porte l'esprit de conquête français, parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde, parce qu'elle est au monde. Sa langue... elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la 5e puissance économique mondiale. C'est que nous sommes forts dans le monde. Elle est où, Éric Dupond-Moretti, l'identité française, dans ce que vous avez entendu en premier ou en deuxième? Elle est évidemment dans ce que j'ai entendu en deuxième. Mais vous savez, on en a peu parlé durant cette campagne, c'est vrai, parce que le terrain est déjà tellement préparé. Il y a eu, sous Nicolas Sarkozy, le ministère de l'identité nationale, qui n'a abouti à aucune mesure, sauf que c'est devenu une espèce de déversoir dans les préfectures et de recueil de propos xénophobes. Rien d'autre. Mais regardez, François Hollande, après les premiers attentats, a eu pour seule idée médiatique, comme réponse, la déchéance de la nationalité, qui existait déjà. Et ce débat a induit ensuite un autre débat, bien plus pernicieux. C'était la différence entre les Français de souche, les Auvergnats, comme dirait Brice Hortefeux, et les autres, auxquels d'ailleurs j'appartiens. Eh bien, ce débat-là démontre à l'évidence que la dédiabolisation est en marche, qu'elle est en route, et tous les partis républicains en ont accepté l'augure. Et voilà pourquoi Marine Le Pen fait ce score. C'est une évidence pour moi. Eugénie Bastier, je vois que vous vouliez réagir. Pardon de rajouter, parce que tout à l'heure ce propos est passé un peu à l'as, qu'il y a effectivement, dans tous les attentats, une façon de réagir qui est singulière. C'est ce que j'appelle la bataclanisation des esprits, et l'on se sert de la peur, d'abord de la souffrance, du deuil, de la peur que suscitent ces attentats, pour faire un lien entre les attentats et les musulmans de notre pays. Ça, c'est une évidence. Eugénie Bastier. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure de débat caricatural. C'est vrai que là, on a vu leur vision de la France est assez caricaturale, puisque Emmanuel Macron en parle en termes de performance, uniquement performance économique, la conquête, la langue qui se diffuse partout dans le monde. Et Marine Le Pen en parle de manière figée, c'est-à-dire comme du patrimoine. Et je pense que la France n'est ni une performance, ni un patrimoine. Je préférais parler plutôt de racines, pas dans le sens négatif et figé, mais les racines, c'est ce qui fait vivre un arbre, c'est finalement, c'est là où coule la sève. Et je pense que tout à l'heure, je parlais des gens qui ont envie de savoir où ils vont, et je pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je crois que ce débat-là, il n'est pas du tout... il ne faut pas qu'il soit diabolisé. Vous parliez du ministère de l'Identité nationale. C'est vrai que ça a hystérisé le débat et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de stérilisation de ces questions-là qui sont immédiatement ramenées au Front National. Et je pense qu'il faut s'en ressaisir de manière complètement lucide et décomplexée, car c'est la seule manière que nous aurons de regarder ensuite vers l'avenir sereinement.
Olivier Duhamel. C'est plutôt une bonne nouvelle, moi je trouve, que ce thème n'est pas pris dans la campagne. Ça fait partie des quelques bonnes nouvelles, si vous voulez. Parce que quand on entend que si le thème prend, ou aurait dû prendre, c'est parce que l'islamisme radical se répand dans notre civilisation, dans les rues, dans les trucs, dans les machins, c'est quand même un fantasme intégral. Il n'y a pas eu de thème dominant dans cette campagne, ou s'il y en a eu un... Il y a eu l'euro, peut-être. S'il y en a eu un, voilà, c'est celui de la moralisation de la vie politique à cause d'une succession d'événements que chacun sait qu'il est inutile de rappeler. Mais déjà poser la question identitaire comme ça a quelque chose en soi qui me surprend. Parce que c'est vraiment pas le problème de la France aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression qu'on peut aussi se poser cette question identitaire, qu'il y a peut-être aussi un malaise identitaire en France? Eugénie Bastier disait à côté de vous, peut-être que les gens et les jeunes notamment se demandent où on va, et peut-être qu'ils se demandent aussi qui sommes-nous? Non mais écoutez, qui sommes-nous en tant que Français? Qui sommes-nous dans l'Europe? Mais moi aussi je suis d'accord pour dire que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais ça, d'accord, à ce niveau d'évidence. Est-ce que la réponse aujourd'hui, avec la mondialisation et avec l'Europe, elle est aussi simple que ça? Est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes? Alors, mais oui, on refuse de poser la question clairement. Pardon, on se refuse de poser quelle question? Oui, puisqu'on parle d'identité et tout de suite on envoie au Front National, au ministère de l'Identité nationale et tout de suite c'est hystérisé. On ne peut pas poser le débat sereinement et se demander qui on est et définir quel peuple nous formons ensemble. Tout de suite c'est hystérisé. Je pense que le problème fondamental des Français n'est pas de savoir quel peuple nous forçons ensemble. Est-ce que nous venons des Gaulois ou pas que des Gaulois et d'autres Gaulois et toutes ces salades-là? Je pense que le problème fondamental, c'est ceux qui sont exclus, c'est ceux qui n'ont pas de perspective, c'est tout ce qui a été dit dans la première partie de l'émission. Ce sont ça les vrais problèmes des Français. Et pas ces salades de l'islamisme radical. Nicolas Hulot voulait intervenir. Éric Dupond-Moretti d'abord et Nicolas Hulot. Il y a quand même une grande partie de nos compatriotes qui sont d'origine étrangère, qui ont une double nationalité, qui se posent quelques questions sur la façon dont on les conçoit aujourd'hui dans notre nation. Je suis navré de le dire. C'est un vrai problème. Vous savez, je vous ai préparé, je ne sais pas si j'aurai le temps de... on parle d'hystérisation quand il s'agit du Front National, ou d'hystérisation quand on évoque ces thèmes. Mais moi, j'ai préparé ce que j'ai appelé, je suis avocat, au fond, le casier judiciaire du Front National. Je ne parle pas des condamnations de Jean-Marie Le Pen, hein, parce que ça, il paraît que c'était avant. C'était l'époque... avant la dédiabolisation. Mais Anne-Sophie Leclerc, candidate FN, 28 septembre 2016, c'est sa condamnation. Pour avoir dit de Madame Taubira, c'est une sauvage, je préfère la voir dans un arbre que de la voir au gouvernement. Et minute de rajouter, maligne comme un singe, Taubira garde la banane. Notre compatriote noir qui voit cela, il pense quoi? 2015. On ne va pas aller trop loin. Éric Dupond-Moretti, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on est dans la période d'égalité. Le CSA surveille les choses. C'est compliqué de le citer parce que ça introduit une inégalité de fait. Vous allez voir. Et s'il dit Le Pen, ça ne compte pas pour le Adrien Desport, ex-militant FN. Voilà. 4 ans de prison, dont 3 fermes, parce qu'il a été mettre le feu dans la commune pour faire croire que c'était des petits rebeux qui l'avaient fait. Vous voulez que j'en cite encore? Résumez l'enseignement que vous en tirez. Et... D'abord, c'est que des gens qui sont dans l'entourage de la dédiaboliser, pardonnez-moi de vous le dire. Sauf qu'ils ont, pardon, si on veut être honnête et juste, M. Moretti, il faut dire que le Front National a fait un travail de nettoyage dans ses rangs et qu'ils ont été exclus. Il y a beaucoup de candidats qui ont fait des dérapages qui ont été exclus. Ah, vous en voulez encore? Qui sont toujours là? Non, il faut être juste. On est à 3 jours d'un vote. Mais non. Non, mais pardon, quand ils se font gauler, on dit... Ah, c'est une erreur de casting. Mais tous les crânes rasés qui sont là, il y a quelques ex-nazis qui sont là, au cœur du système. Ils ne sont pas ailleurs. Moi, je peux vous parler d'un candidat Front National. Ouais. C'est encore passé la semaine dernière, un candidat Front National pour les législatives qui devait être investi, qui n'a pas été investi parce qu'ils ont trouvé, on leur a mis sous leur nez les dérapages racistes. On leur a mis sous leur nez les dérapages. J'essaie juste, j'essaie d'être factuel parce que sinon on n'est pas, ça n'ira pas. Natacha Polony, je voulais vous donner la parole parce que vous avez dit, j'ai lu ça récemment, à chaque fois qu'un débat surgit, il était immédiatement réglé des mots réducteurs, fermeture, repli, xénophobie. Pour vous, c'est effectivement là, c'est une façon de réduire le débat? Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et simplement, moi, la question qui m'obsède, c'est pourquoi des Français dont je pense qu'une bonne part n'est pas xénophobe, pourquoi ils votent pour ce parti? C'est ça ma question. La question de savoir s'il y a un parti qui, en effet, a dans ses rangs des gens qui ont des positions, des prises de parole absolument
inacceptable. Nous sommes d'accord. La question est de savoir comment on en arrive là, à cette situation Et quelle est votre réponse? où une part des Français ont l'impression que personne ne défend leur voix et que du coup, ils vont aller voter pour le Front National. La question est celle d'une classe politique qui, depuis 30 ans, a accepté de se dessaisir de son pouvoir, c'est-à-dire de ne plus gouverner parce que l'économie gouvernait. Et donc, droite et gauche ont communié dans les mêmes idées, cette fameuse phrase de Margaret Thatcher « il n'y a pas d'alternative », et du coup, évidemment que à chaque fois, les promesses électorales étaient trahies, puisque certains tabous économiques empêchaient de remettre en cause un système de plus en plus inégalitaire. Ils ont créé de la souffrance, ils ont créé l'impression qu'un système se protégeait et ne défendait plus les intérêts des citoyens, et aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Simplement, nous arrivons à un degré de colère, à un degré de souffrance qui risque de se payer et de se payer très cher. Parce qu'en effet, ça a des conséquences sur le lien social. Mais pour que ce soit clair, vous parlez aussi là des questions identitaires qu'on évoquait et sur lesquelles on a constaté qu'effectivement il y avait deux notions très différentes? Je pense que les questions identitaires sont liées aux questions économiques et sociales et que la question économique est première, les questions identitaires en sont une conséquence. Pourquoi ? Parce que la mondialisation néolibérale a intérêt à atomiser les individus, donc à détruire les nations, donc à détruire tous les liens de solidarité, de cohésion sociale. Et c'est tout cela qui crée une souffrance, et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de processus d'intégration de la République. C'est au contraire ce qui permet de résister à l'appropriation par des intérêts particuliers. Nicolas Hulot, vous voulez réagir? Il y avait un mot sur l'identité qui est un sujet qui me dépasse un tout petit peu. Mais enfin, je pense que ce qui fait notre identité, c'est qu'on est la patrie des droits de l'homme. Voilà. Et qu'on a une tradition aussi universaliste. Pas d'identité. J'entendais hier la candidate, pour ne pas prononcer son nom, pour pas... Ah non, mais vous pouvez quand même prononcer son nom, je vous rassure. Parler de la solidarité en France. Mais c'est un oxymore, la solidarité simplement avec ce qui nous ressemble. La solidarité, c'est une loi universelle. Et donc, c'est bien ça qui nous différencie. Voilà. Et moi, quand on me dit qu'est-ce que c'est qu'être écologiste, je dis c'est être radical en humanité. Et donc, on ne fait pas de tri sélectif avec qui on est solidaire et avec qui on est humain et avec qui on ne l'est pas. Un mot, moi je pense que ce qui fait qu'on est tous désillusionnés, c'est qu'à un moment, on a besoin tous les 5 ans d'avoir notre moment d'illusion, puis on retombe sur Terre, il y a un crash quelques temps après, parce qu'en réalité, on entretient une illusion, effectivement, une partie des prérogatives... La démocratie est une illusion ? Non, on entretient une illusion sur le fait qu'on confie le pouvoir à des hommes ou des femmes que nous choisissons, mais qui découvrent chemin faisant qu'en fait, qu'ils en étaient dépossédés au fil du temps, et notamment par les puissances financières. Les lobbies, ce n'est pas un vain mot. Je veux dire que c'est un vrai sujet de démocratie, parce que c'est une confiscation d'une partie du pouvoir. Et puis, si on n'était pas sans cesse dans cette démocratie de compétition, où le seul rôle de l'opposition, quelle qu'elle soit, c'est d'entraver l'action de la majorité, et qu'en réalité, ils y parviennent. Et puis, ils attendent qu'une seule chose, c'est de secouer le cocotier pour précipiter la chute. Il y a un moment ou un autre, dans une situation aussi grave socialement et humainement, il faut être capable de se retrouver sur des communs. Et j'espère d'ailleurs, c'est la seule chose, enfin une des choses que je trouve bien, et on verra après à l'épreuve, j'espère que dans l'affaire, enfin dans le projet Macron, qu'on va être capable de prendre le meilleur de la politique et le meilleur de la société civile. Et si on peut joindre ces intelligences, peut-être que là, on peut renouer avec l'espoir. Alors justement, et c'est la troisième partie de ce débat-là, quelles sont les réponses aujourd'hui qu'on peut avoir? Comment on peut imaginer redessiner cette carte politique, puisque les deux partis qui nous cimentent, comme disait Olivier Duhamel depuis 60 ans, ont explosé, ne sont pas au second tour. Donc de toutes les manières, ce sera nouveau à partir de lundi matin, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut avoir un espoir dans une nouvelle configuration politique, ou est-ce que finalement on va être désillusionné, comme vous disiez Nicolas Hulot, dans quelques temps? Natacha Polony. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera vraiment nouveau? C'est-à-dire les têtes auront changé. Mais est-ce que ça suffit, les têtes? Est-ce que ce ne sont pas les idées qui doivent changer, les prises de position politiques? Et le problème, c'est que nous avons, si on regarde la carte du vote de premier tour, on s'aperçoit, pas seulement la carte de la configuration, on s'aperçoit que quasiment 50% des Français ont choisi de voter contre
la mondialisation néolibérale, l'Union européenne telle qu'elle existe. Sauf que ce vote est éclaté. Ce vote est éclaté pour des raisons simples, c'est que depuis des années, on fait gonfler le Front National qui préempte une part du vote de colère, alors que d'autres personnes qui s'opposent à cette mondialisation n'iront jamais voter pour le Front National parce qu'ils refusent l'idéologie de ce parti. Parlez de vous notamment. Donc, oui, mais du coup, ce vote-là ne peut à aucun moment se rassembler, ce qui perpétue le système en face. Et actuellement, Emmanuel Macron propose, en effet, de modifier, de ne pas reprendre les mêmes, de changer les têtes. Moi, je me demande quelle va être la politique nouvelle. C'est la seule question. Charles Becbédé, vous réagirez dans un instant, Olivier Duhamel, mais il voulait prendre la parole, il n'a pas parlé depuis longtemps. Allez-y, allez-y. Je voulais parler d'identité, mais bon. Allez-y, allez-y. Non, mais je pense que c'est pas un sujet à la légère qu'on peut évacuer parce qu'il y a actuellement, donc on constate un multiculturalisme qui se développe et il y a des Français que ça gêne, que ça choque et donc il faut traiter le sujet. Donc voilà, alors on peut effectivement hystériser, comme disait Eugénie, mais non. Alors, donc il y a des solutions. La laïcité, à mon avis, n'en est pas une, puisque ça va contre nos propres racines. Moi, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Dans mon ouvrage, non, on n'est pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Juste pour savoir. Parce que la laïcité fait partie des racines de la France. Ça découle de son histoire. C'est en plus une conception très spécifique de la laïcité et qui permet à quiconque, d'où qu'il vienne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, de se sentir appartenir à l'espace commun. C'est la laïcité, seule neutralité de l'État vis-à-vis du religieux, oui, mais laïcité intransigeante qui interdit toute manifestation du sentiment religieux dans l'espace public, non. Parce que là, ça va contre toute notre histoire, toutes nos traditions. Eugénie Bastier, puis après on va avancer. Oui. Non, mais vous permettez, s'il vous plaît, juste parce que sinon ça n'aura aucun sens. Moi, mon métier, c'est d'être politologue. Je ne peux pas laisser passer, malgré toute la sympathie que j'ai pour Natacha Polony, le fait que 50% des Français ont voté contre l'Union européenne. Excusez-moi, ça n'a juste aucun sens. Alors, on va s'expliquer sur cette addition, peut-être. C'est très simple. Vous ne pouvez pas additionner, faire que tous les gens qui ont voté Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, c'est parce qu'ils étaient contre l'Union européenne. Juste, c'est très simple. Les 2 tiers des Français veulent rester dans l'Union européenne. Les 2 tiers des Français veulent garder l'euro. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont contre l'Union européenne. Mais ils veulent la changer. Et c'est bien tout le débat. Tout le monde veut la changer. Mais ils n'ont pas voté contre l'Union européenne, c'est tout, Natacha. Ils ont voté contre l'Union européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'ils favorisent les lobbies dont parlait Nicolas Hulot, qu'a dénoncé par exemple José Bové dans un excellent livre sur les lobbies au sein de l'Union européenne. Donc voilà, c'est tout. Il y a un mécontentement et il y a une façon de l'exprimer, qui est par divers votes. Je pense que la question de savoir si on peut changer l'Union européenne est une question cruciale. Cruciale, mais tous les Français n'ont pas voté pour votre obsession, qui est l'Europe. Alors, ce n'est pas une obsession. Vous êtes politologue, je suis journaliste, Olivier, c'est-à-dire que nous avons chacun un point de vue. Donc, j'essaye d'analyser avec la plus grande honnêteté intellectuelle possible. Et il me semble qu'aujourd'hui, la question de savoir comment l'Union européenne est devenue l'abcès de fixation de cette souffrance face à la mondialisation est une question importante. Alors, Eugénie Bastier, puis on avance sur cette question de la réponse politique. Alors moi, je vais être un peu hors sujet. Je pense que la réponse politique à la crise de l'Occident, elle ne se trouvera pas en un quinquennat. Et je pense qu'on est dans une crise qui est très profonde. Et hier, il y a une question qui a été posée par Emmanuel Macron, à laquelle il n'avait pas de réponse, mais qui était intéressante. C'était pourquoi se sont-ils radicalisés ? Il a dit ça à propos des jeunes djihadistes. Et je crois que Régis Debray disait, dans le désert des valeurs, on sort les couteaux. Et je crois qu'il y a vraiment cette question du sens, je dirais quasiment spirituel, pas religieux, mais spirituel, de la stérilité spirituelle de l'Occident qui est en jeu. Et l'islam aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'identité, c'est aussi une question qui offre une espèce de... Et Michel Houellebecq l'a très bien décrit dans Soumission. On va en parler longuement. Oui, voilà, il offre une espèce de vision du monde. Et la question, c'est quelle vision du monde on veut offrir aux jeunes, notamment, quelle cohérence. Et je crois que les jeunes ont soif de cohérence et de radicalité. Radicalité, pas dans le sens d'extrémisme, mais de revenir aux racines et une cohérence de vie. Et je crois que ça ne se réglera pas en une élection. Mais vous, à quoi pensez-vous là-dessus, Eugénie Bastier ? Je pense au long terme. Je pense que la refondation se fera petit à petit. Je crois qu'il y a ce qui est fondamental. Mais à quelle refondation pensez-vous ? À la refondation politique. Je crois qu'il y a un désir de limite et que ce désir de limite, aujourd'hui, ne trouve pas de satisfaction dans l'offre politique, puisqu'on a d'un côté un libéral libertaire et de l'autre une démagogue. Je crois qu'aujourd'hui, un conservatisme intégral qui prenne en considération les différents
pan de la vie humaine pour offrir une vue cohérente et globale, aujourd'hui, moi, je ne le trouve pas dans Un l'offre conservatisme intégral, c'est intéressant. Oui. Pourquoi intégral? C'est-à-dire qu'ils prennent en considération à la fois l'économie, un besoin limite à la fois sur le plan de l'économie, à la fois sur le plan de la culture, de l'identité, du désir de frontières, mais qui ne soit pas un excès, mais simplement un désir de limitation. Mais vous pensez par exemple à des groupes comme Sens Commun? Je ne pense pas à un groupe en particulier politique, parce que je crois que Sens Commun a fait des choix en rentrant dans une formation politique qui est déjà existante et qui appartient, à mon avis, au vieux monde et au vieux logiciel. Mais ce désir de cohérence, il est très très fort chez les jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, personne ne l'incarne. Refonder un conservatisme.